Bonsoir à tous et bienvenue dans Aller Rouen. Et mon Dieu Clément, on est en quart de finale de la Coupe de France. Putain, quart de finale. C'est encore une dinguerie de plus. Je l'ai dit à Clément Bassin cet après-midi. Voilà, ils nous ont fait une dinguerie de plus. Bonsoir à tous. Alors je veux vous rappeler que vous nous écoutez sur toutes les plateformes de podcast, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, ainsi que sur RC2 tous les dimanches à 18h. Merci Diochon, merci l'UFCR. Quel moment on a vécu. On va débriefer ce match-là ensemble, mais on a pu le voir clairement. En direct de la Lenoble, en direct du COP Lenoble en fait. On est pile à l'endroit où le COP Lenoble fait ses matchs, voilà. Guette, bonsoir. Bonsoir à tous, et on est là ce soir. Et Guette, il a encore de la voix. Ouais, quel soir incroyable hein. Ah non franchement là, quel pied ce club, c'est l'ascenseur émotionnel. Et ouais, encore ce soir, magnifique. On vous le rappelle, mais vous le savez, victoire du FCR au tir au but contre Monaco. Après un match qui s'est fini sur un score de 1 partout, but de Balogun sur penalty, but de, comme l'avait annoncé Clément Bassin évidemment, pour le FC Rouen, et une séance de tir au but où Léo Agoun a arrêté 2 penalties, celui de Akliouche et celui de Balogun qui avait marqué pendant le match. Et puis voilà, les Rouennais ont tous marqué sauf Mousse Benzia, mais on lui en voudra pas parce que voilà, quel match on a fait. Alors bon, on est en plein milieu de la Lenoble, voilà. Déjà bon, on peut remercier notre DG. On remercie Gauthier qui nous laisse alors que le feu d'artifice continue à côté de Diochon. Merci à Gauthier de nous laisser enregistrer le podcast depuis la Lenoble. Et félicitations à lui parce qu'il est papa depuis quelques jours. Donc voilà, on va débriefer ce match ensemble. Et ce soir, les gars, on a un invité d'honneur. Vous pouvez nous le présenter? C'est monsieur Karl Delaporte, voilà, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Karl. Bonsoir à tous. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être en quart de finale? C'est un peu une sensation unique. J'entendais beaucoup de gens dire ça la dernière fois, qu'on a vu une ambiance pareille, ce genre de niveau de performance, c'était il y a plus de 40 ans et j'étais pas né. Ça pose le truc, effectivement. On peut rappeler pour les auditeurs qui est Karl Delaporte. Ancien joueur du club, en plus, t'as pas connu la grande époque du FCR, on va dire. T'étais là dans la reconstruction, on va dire. J'ai eu la chance de connaître le niveau professionnel, mais moi j'étais encore en équipe de jeunes. Et après voilà, j'ai connu les déboires, les licenciements économiques, la reconstruction. 11 ans plus tard, on est encore là. Je suis là et avec mon fils en plus, donc c'est encore mieux. Oui, quand j'ai parlé de toi autour de moi, on m'a dit que tu étais aussi vachement impliqué dans le club et en tant que supporter maintenant. J'ai eu la chance d'arriver au FCR à 13 ans. J'ai joué pendant 17 ans à peu près à tous les niveaux possibles. J'avais assuré aussi, entre guillemets, un avenir professionnel. Donc j'étais aussi salarié du club dans l'organisation des matchs. Et désormais, je viens comme abonné et encarté en groupe de supporters. Et ce soir, c'est quel genre d'émotion Bon, je vais pas te demander ton top 10 des émotions du FC Rouen, mais ça doit être très 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 haut là. J'ai bien aimé l'intervention de Clément vis-à-vis d'un Clément. Tu vois, parce que le premier qui m'a envoyé un message quand vous avez fait l'annonce, c'était Clément Bassin justement. Moi, je l'ai connu gamin dans les loges. Je l'ai connu gamin sur les terrains. Je l'ai connu intégrer l'équipe première. Et je prenais le petit déjeuner avec son père, voilà, qui habitait à côté de chez moi avant que mon fils ne naisse. Donc ça ne rajeunit pas tout ça. Son père qui était sûrement avec nous en Lenoble encore là. Clément, on le dit à chaque fois, et comme Valentin, comme d'autres, Mousse, etc. Tout le monde a passé les steps avec le club. Et puis là, ce soir, c'est une dinguerie supplémentaire. Une dinguerie supplémentaire ce soir qu'ils nous ont proposé. Ils t'ont impressionné ce soir, les gars du cru là? En fait, ce qui me fait plaisir, c'est que rien n'est le fruit du hasard. Au-delà des aléas extrasportifs, ce qui me plaît avant tout, c'est de voir cette âme. Puisqu'ils retranscrivent sur le terrain ce qu'on sait faire en tribune et ce qu'on a toujours fait depuis des années. Et là, en tribune, c'était quelque chose. Ce soir, j'ai rarement vu le stade en fusion comme ça, de bout en bout, même à l'échauffement. Dès que les gars sont arrivés à l'échauffement, c'était parti, c'était commencé. Et là, ouais, tout le match, ça a été la folie, ça a été la folie. Et aussi, on a vu beaucoup d'hommes d'un âge avancé ou pas verser des grosses larmes. J'en ai vu quelques-uns en tout cas autour de moi. Et alors bon, moi j'en ai versé quelques-unes aussi. Ma mère est là en plus avec nous qui est à côté de l'émission. C'est une grosse émotion ce soir. Non mais c'est clair, moi je me suis baladé un peu dans tout le stade comme je fais d'habitude. J'ai été même en hors-la-ville. En hors-la-ville, les gens étaient debout. C'est juste incroyable. Et moi je me suis baladé, on a vu plein d'anciens. Et moi, pour ma petite histoire, mon père il vient jamais voir le FC Rouen. Pourtant je suis très passionné parce qu'il a eu des problèmes de santé, bref. Et là c'est son 4e match et il a kiffé quoi.
Il était là, mon père Michel, donc j'ai fait un petit coucou. Ah bah nous c'est pareil, hein, notre père était là, mon frangin qui est à côté, papa était là, il vient une fois de temps en temps, hein, mais là ouais c'était un match de folie, voilà, on s'en rappellera pendant très très longtemps de celui-là. Je pense qu'on essaiera de faire un nouveau podcast depuis les studios d'RC2 où vous pourrez nous appeler pour nous dire comment vous avez vécu voilà, ce match-là, parce que voilà, on a tous des trémolos dans la voix là, bon, parce qu'on a beaucoup crié, mais aussi parce qu'on est assez ému d'avoir vu une performance comme ça. Il y a l'émotion qui est là, hein, voilà, parce que là on élimine quand même Monaco, c'est pas voilà, ça arrive une fois comme ça, voilà, hein, là éliminer Toulouse tenant du titre. Et refaire ça 15 jours après, éliminer Monaco encore au tir au but en faisant un gros match, parce que là encore une fois on a regardé Monaco dans les yeux, hein, on aurait pu même les battre dans le temps réglementaire, hein, il n'y aurait pas eu scandale non plus, hein, donc ouais non franchement chapeau aux gars, parce qu'ils ont fait un match de folie. Ouais, Karl, ton avis, parce qu'en tant qu'ancien joueur, c'est pas un match où on met les barbelés et on est tous derrière et on arrache un vieux but. Et non, on a regardé une équipe de Ligue 1 dans les yeux finalement. Je pense même qu'on a fait mieux que ça, hein. Si on regarde la première mi-temps, le meilleur joueur de Monaco, il n'était pas de la même couleur. Il avait un maillot qui était différent et qui était bleu. Est-ce qu'il s'appelait Rudy Buquet? Quelle catastrophe ce mec. Putain, Ça reste c'est mon incroyable. simple point de vue à moi, en toute humilité. De là où j'étais plutôt bien placé pour voir les choses. Honnêtement, il y a beaucoup d'actions litigieuses où les ralentis le confirment en direct. Bah, y a un beau péno quand même pour là, Millon, il se fait défoncer. Ouais, mais ça lui permet de rentrer un peu plus dans la légende encore. De loin, c'est vrai que moi, en le on voit pas tout. Je pensais pas qu'il y avait pénalty, mais finalement, quand on le voit se relever et avoir cette espèce de bandeau de rugbyman, mais comme tu dis, ça le fait rentrer encore plus dans la légende dans ce match. On est bien d'accord. Ça rajoute du épique à l'épique pour rendre un match encore plus épique et inoubliable. Surtout cette occasion, quoi. Lopi qui fait un passement de jambe, tac tac, il frappe poteau, ça revient juste devant le but, tête, oh là 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 là, action de folie, enfin une action Coupe de France. Et puis finalement, la délivrance à la 46e minute ou la 45e plus 3-4 avec ce but de Clément, l'explosion de joie de la Lenoble là, et même de tout le stade. Belle passe de Valentin. Très belle lucidité de Valentin. Très belle lucidité dans la surface. On voit rarement des actions comme ça parce qu'il a le temps de faire contrôle de la poitrine, décaler son copain alors qu'il est dans les 6 mètres. Quoi. Peut-être parce qu'ils sont copains justement en plus. Ils savent se trouver. Il y a aussi un fait de jeu très important, c'est qu'il y a un échauffouré juste avant, et les Rouennais restent très calmes. Et il marque juste derrière en fait. C'est un tournant du match. Hein. On en reparlera dans les prestations individuelles parce qu'on va essayer de faire une émission un peu structurée quand même. Hein. Il y a un conducteur, messieurs. Mais voilà, je voulais vraiment qu'on parle un peu qu'on soit dans l'émotion parce que finalement, l'émotion, c'est ça en fait. Le football, c'est secondaire finalement. Là. On parle dans l'émotion, il est 23h54 à l'horloge du stade Robert Diochon. Voilà, on est encore sur notre nuage. Et on est dans les tribunes et ça fait plaisir quand même. On va faire une petite pause et ensuite on va débriefer un peu plus le match en profondeur. RC2 sur l'Agglo de Rouen, 94.4. 94.4. On est de retour sur le podcast Allez Rouen en direct sur radio RC2 et bonjour à vous qui nous écoutez un podcast. On n'a toujours pas de voix, on est toujours au milieu de la tribune Lenoble. Tout le monde est en train un peu de partir et de remballer, mais on est quand même très content d'être là. Et on débriefe le match. Hein, même si on n'a plus de voix, il y a quand même eu des belles choses au niveau football aussi. On a vécu un match compliqué vendredi dernier contre Versailles. Et là, une petite semaine après, un match de dingue, une ambiance de dingue, voilà, et un quart de finale à la clé. Et ça, un quart de finale contre Valenciennes, je pense que ça va valoir le coup d'œil encore. J'ai l'impression que Monaco finalement n'a pas eu tant d'occasions que ça, même s'ils ont eu la possession, ils ont pressé, mais finalement, je crois que Léo Agou n'a pas eu tellement de parades à faire. Non, c'est vrai, mais on a senti au début que Monaco était dans l'intensité et dans la vitesse de jeu. C'était un petit peu compliqué pour Rouen et Rouen a pris la mesure de son adversaire et ça s'est équilibré sur toute la rencontre. Monaco, c'est propre techniquement, quoi. On voyait que dans les enchaînements de passes, dans la vitesse d'exécution, etc., c'était propre. Ils nous ont fait cavaler un bon moment, mais bon, on était toujours là pour mettre le pied. Ils ont pas eu vraiment de grosses occasions au final. Tout le match au final. Hein. Il marque sur un penalty. Sur l'action,
une bonne passe en profondeur. Bon, Léo Agoun fait ce qu'un gardien fait souvent, hein, il se jette et puis bon, l'attaquant joue bien le coup. Maintenant, ouais, dans le reste du match, il n'y a pas eu énormément de situations favorables pour marquer au final. Après, sans dire quelque chose d'évident, c'est quand même assez stressant de jouer contre un monsieur qui s'appelle Monsieur Golovin. Quel toucher de balle il a, non, mais quand même, c'est assez impressionnant. On l'a vu même dès l'échauffement. Pour avoir regardé l'échauffement monégasque, Golovin, 3 frappes à l'échauffement, 3 buts. Il n'y a pas de hasard. Et ils n'étaient pas venus pour faire semblant et ils ont mis l'intensité maximum. Ils n'ont pas triché face à nous. C'est encore plus appréciable. Ouais, ils nous ont respecté parce qu'en plus, bon, Toulouse avait fait un peu tourner. Hein. Monaco, je ne sais pas spécialement qu'ils ont fait tourner. Hein. Bah, il leur manque un but. Hein. Le but de Ben Yedder que j'avais dit la dernière fois sur le 2-1. Le but de Ben Yedder, il n'est pas là parce qu'il n'était pas là. Il a eu peur sans doute. Bon, bah voilà, tant pis pour lui. Hein. C'est nous qui sommes en quart et puis basta. Après, ils pensaient peut-être pas avoir besoin de Ben Yedder ce soir. Ils peuvent prendre une claque dans le derby aussi contre Nice dimanche. Donc ça peut leur faire une bonne semaine à Monaco, je crois. Ouais, Nice qui est passé d'ailleurs aussi en Coupe de France, hein, qui jouera le PSG au prochain tour, mais qui est une équipe très très solide. Ça peut être une semaine tout gain pour Monaco. Yael, comment ils t'ont mis les Monégasques? Est-ce que tu étais sous pression ou est-ce que tu étais confiant? Non, moi j'étais pas sous pression parce que pour moi c'était un match bonus, comme je l'ai toujours dit. Et c'était une fête du football. Et là ce soir on a vu que c'était une fête du football. Et Robert Diochon, comment est configuré Robert Diochon? C'est un stade à l'anglaise. C'est le traquenard absolu. Donc là les équipes on est vraiment pris au sérieux. Donc Valenciennes, je pense pas qu'ils soient très très contents de tirer à Rouen hein. On peut remercier encore les deux copes pour une ambiance phénoménale, ainsi que bon, même pas forcément ceux qui font partie des copes, hein, mais j'ai l'impression que tout le monde ce soir a chanté plus qu'il a pu. Une folie supplémentaire et puis on prend hein, de toute façon. On voit qu'on a attiré l'attention des médias parce que les gars, tous les deux, toi, Clément et Gued, vous avez tous les deux été contactés par des médias cette semaine quand même. Comme à chaque fois qu'il y a des gros matchs, voilà, puis je pense que ça va continuer. Voilà, maintenant c'est bien de remettre le FCR en lumière. Mais il faut parler que du FCR. Le match de ce soir, c'est aussi une mise en lumière et c'est très important parce que les gens vont vraiment prendre conscience qu'il y a vraiment 2 clubs à Rouen et on va se dissocier en fait. Parce qu'il y en a encore beaucoup qui y confondaient et là, je pense que là, on est en train d'écrire une sacrée histoire. Hein. Il y en a encore beaucoup, d'ailleurs, même le diffuseur principal s'était planté de logo dans ses annonces du match. Donc bon, je pense que ce soir, on a remis un peu l'église au milieu du village. Au niveau des journalistes, je pense qu'il y a quand même des choses à rattraper. Hein. Moi, j'ai vu des trucs là cette semaine. Oh là là. Après, c'est peut-être pas des professionnels comme vous. Le seul truc, c'est qu'ils sont payés, pas nous. Nous, on est payés avec ce qu'on voit sur le terrain, avec ce qu'on vit ensemble. C'est ça le plus important. Ça, ils l'auront certainement jamais. C'est pour ça qu'on fait cette émission-là. C'est par passion avant tout. C'est pour ça qu'à minuit 3, on est encore dans la Lenoble. Et en plus, voilà, on l'a déjà dit, mais en prime time sur beIN Sport, comme tu as dit, il n'y avait pas forcément d'autres matchs de football ce soir. Donc toute la France a regardé le match ce soir. En gros, tous les fans de foot, c'était le match à regarder ce soir. À la télé, ça a dû quand même donner au niveau ambiance, même les commentateurs. Il y avait Luis Hernandez qui était là. Je pense que ça a dû lui rappeler des trucs parce que quand il venait ici, c'était jamais facile. Lui, il jouait dans les années 80. Je pense que venir à Diochon à cette époque-là, c'était costaud. Ça a dû lui rappeler des trucs. Et là, je peux pas m'aligner. Là, je suis pas assez vieux pour avoir vu Luis Fernandez jouer à Diochon. Je l'ai pas vu jouer à Diochon, mais à l'époque, tous les gros venaient se casser les dents à Diochon. Hein. Monaco d'ailleurs, Bordeaux, Nantes et compagnie. Donc c'est un nouveau là, encore à Monaco, le Monaco 2023-2024 s'est fait tordre à Diochon ce soir. Les gars, j'ai une question bateau pour vous, pour tous les trois. Ce moment-là, ce soir, il est où dans vos moments du FCR dans votre vie? Il est haut, même s'il y a d'autres moments, mais là c'est un match de Coupe de France, c'est match couperé, donc tu prends la joie comme elle arrive à la fin du match, quoi. Après, ouais, il y a des joies de monter. Là, c'est sur une saison complète, donc ouais, la joie est folle. Mais là, la joie instantanée sur le moment, ouais, c'est ouf. Moi, je garderais quand même Metz en top 1. Ne serait-ce que par la manière. Par la manière. Et une belle étape dans la reconstruction aussi. Où on avait cette chance-là, entre guillemets, à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de vague extra-sportive en plus. Donc on pouvait savourer sans aucune amertume. Là, aujourd'hui, on savoure le sportif, on savoure la tribune, on savoure notre passion, mais on a tous dans un coin de la tête autre chose, malheureusement. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit, ça en tribune.
Et il y a dans un coin de la tête le fait que ça va ralentir la vente du club. Est-ce qu'on y pense ce soir? J'ai l'avantage d'avoir fait aussi ce métier-là d'organisation d'événements sportifs pour le club. Aujourd'hui, le sportif a été longuement l'arbre qui cache la forêt. La forêt, tout le monde l'a bien vu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on refait? On remet de la lumière sur le sportif. Qu'est-ce qu'il en est de la forêt? Ça, moi, j'ai pas les réponses là où je suis. J'accomplis mon rôle aujourd'hui de supporter. Moi, ce match-là, c'est, on va dire, dans le top 4. Je rejoins un peu Karl. Moi, mon plus beau souvenir, c'est le derby contre Le Havre, 4-0. Après, je mettrais Metz. Et je mettrais la montée en nationale et ce match-là. Les émotions sont dingues et surtout qu'on est passé du tireur qui va nous éliminer à la parade et après ça s'inverse et c'est nous qui inversons le truc. Donc c'était encore l'ascenseur émotionnel, encore une fois, qui est encore là, mais c'est vrai, c'est incroyable. La dramaturgie du match, c'est que Folari Balogun, je crois, à la balle de match pour nous envoyer sur les roses. On croyait en Léo pour nous sortir le dernier péno. Maintenant, il l'a fait. Et puis derrière, fallait quand même aller retirer. On a remis 2 pénaux et puis il est allé chercher le dernier. Et voilà. Un mot sur Léo Agoun, magnifique, à la Dibou Martinez. Léo, il est égal à lui-même en fait. Il les a chatouillés encore une fois, mais Il a pris un carton d'ailleurs. Non mais c'est vrai, mais Il sera suspendu au prochain match, je c'est pense. incroyable. Il prenait son temps pour se placer, après il parlait avec les joueurs et tout. Non mais il est complètement dans son rôle et ça marche. C'est assez dingue. J'ai rarement vu un gardien tirer autant sur cette corde-là de la provocation. Il y en a qui sont spécialistes, hein. Mais là il l'a vraiment fait à l'extrême. Il est rentré dans la tête du mec qui allait frapper. Le problème c'est qu'après il faut assumer derrière parce que il fait un cinéma quand même. C'est à double tranchant. C'est-à-dire que si t'en sors pas une, ça le fait moins. Mais là, ouais, il est allé en chercher 2 parce qu'ils étaient bien tirés, mine de rien. Les 2 pénaux, fallait aller les chercher. Pour être un récidiviste, on peut pas dire que ce soit du hasard. Et la première fois, il avait tiré devant nous tous. Là, les pénaltys ont été tirés devant, entre guillemets, les supporters adverses. Donc on avait un rapport de force qui était, entre guillemets, moins important. À lui tout seul, il a retourné l'ensemble du stade, il a retourné le cerveau des Monégasques et ça n'a pas loupé. Et comment ne pas être galvanisé par tout ça? Après, il y a aussi les entraîneurs, même au plus haut niveau de l'État, qui disent que les séances de tir au but, il ne faut pas les préparer, c'est de la loterie. Moi, j'ai vu 2 séances de tir au but à Diochon cette année. Et les tirs au but ont tous été tirés magnifiquement. Mais celui que Benzia il tire et qui est arrêté très bien par Mayeki, il est très bien tiré aussi. Il y a quand même une force technique dans cette équipe-là et une force aussi mentale pour très bien les tirer. Sinon, tu travailles jamais rien. Hein. Tu travailles pas les coups de pied arrêtés, tu travailles pas les corners, tu travailles pas les coups francs. Non. Quand il y a un match de Coupe de France qui arrive, tu peux très bien, surtout aujourd'hui qu'il n'y a plus de prolongation. C'est quand même la moindre des choses de travailler les pénaux, ça c'est obligatoire. Et en plus, on a Maxime Verdano qui nous fait un coaching de hockey, qui nous fait rentrer des joueurs à la fin et il marque. Pour l'anecdote, je suis passé à l'entraînement cette semaine et à la fin de l'entraînement, il travaillait déjà le lundi, la séance de tir au but. Donc c'est que c'était dans un coin de la tête et comme dit Maxime, c'est un exercice. Hein. C'est pas du hasard. Hein. Surtout quand on est contre une équipe de Ligue 1, normalement il y a une qualité technique qui est très très forte en face. Et là, les gars, ils ont été au niveau, quoi, même plus qu'au niveau. Ils ont été dominateurs. Comme on dit à chaque fois, on se met au niveau de l'adversaire. Là, ce soir encore, ils se sont mis au niveau et la différence de 2 divisions, c'est pas vu. Évidemment, oui, techniquement. Monaco, tu voyais qu'il n'y avait pas de déchets dans les passes, etc. Tu voyais que c'était assez fluide. Malgré tout, nous, on a fait notre match, on n'a pas été ridicule. Hein. On a fait tout ce qu'il fallait pour les pousser jusqu'au bout et jusqu'au tir au but. Hein. Et on aurait très bien pu gagner dans le jeu avant la fin des 90 minutes. Si on passe aux prestations individuelles, quels joueurs vous ont marqué ce soir? Ben Caïd, juste incroyable. Hein. Il gardait tous les ballons. Enfin, c'était le Ben Yedder du FC Sermon. J'ai entendu dans la tribune Ben Caïd, c'est Zidane 2006 contre le Brésil. Oula, on va pas s'enflammer quand même. Mais franchement, il a fait une prestation incroyable, surtout qu'il revenait de blessure. Titulaire et tout son jeu, garder le ballon, distribuer.
Ouais, franchement, c'était vraiment plaisant à voir. En plus, à la pointe de l'attaque, c'est pas forcément son poste de base et il a très bien géré. Puis il fallait se les envoyer, hein, les Maripane, tous les mecs qu'il y avait derrière, attention. Le Sud-Américain est rugueux. On va revenir sur notre ami Buquet, mais voilà, il sifflait, il avait qu'un sifflet, un demi-sifflet quoi. Il sifflait jamais en notre faveur quoi. On se faisait quand même bien envoyer par terre, etc. Mais non, il y avait jamais rien quoi. C'était impressionnant. C'est ce qu'on appelle en basket le sifflet de réputation un peu, ou le sifflet de superstar, c'est-à-dire que on va siffler plus facilement pour quelqu'un qui a un plus gros calibre de réputation quoi. Et je pense que c'était un peu ça. Il s'est un peu laissé avoir par voilà. Il n'a pas laissé l'intensité que Rouen aurait pu mettre. On peut dire qu'il a sifflé sans fiscalité. Il a fait son choix et c'était vraiment très clair. Et moi, pour ma part, le joueur que je retiendrai, c'est Dornano. Parce qu'avec tout ce qui se passe, malgré tout, il garde une identité de jeu. Il fait rentrer dans le groupe des gamins qui ont 18-19 ans, qui ont 0 match de haut niveau à leur actif. Il les intègre, il fait revenir des blessés. Il y a des mecs qui partent, qui sont transférés pour entre guillemets, des plus belles sphères du niveau professionnel. Et l'équipe garde une identité de jeu, que ce soit contre des Ligues 1, que ce soit dans le championnat national, avec tout ce qui se passe. Et je serais vraiment curieux, j'ai pas encore eu cette chance-là, même ne serait-ce que de discuter avec lui en termes de management humain, parce que ce qu'il arrive à faire à ses joueurs, c'est incroyable. Malgré les éléments contraires depuis le début de saison, parce qu'il ne faut pas oublier les blessures de longue date entre Adan Gomis et puis là Kabongo qui s'est blessé contre Toulouse. Voilà, les problèmes financiers, les 5 points de pénalité, ça fait beaucoup les joueurs qui sont transférés au mercato. Tu peux pas recruter, bref, ça fait beaucoup pour une saison pour un club de national qui doit encore se maintenir mine de rien, faut pas l'oublier. D'ailleurs dès lundi on a un match ultra important à Orléans où il va falloir aller prendre des points parce que la Coupe de France c'est bien mais le championnat il va falloir quand même y revenir et puis prendre des points pour reprendre un peu d'air. Ouais, comme nous a dit Vincent Fourneuf au dernier podcast, souvent la Coupe de France, malheureusement, ça fait perdre des points en championnat avec l'influx que tu laisses. Les gars sont intelligents, ils vont gérer ça au mieux, même si là je pense que les matchs sont quand même assez rapprochés au niveau en Coupe de France. Donc t'as pas des 1 mois à attendre pour aller jusqu'au prochain match. Là c'est fin février les quarts de finale. En tout cas, là, les matchs vont être très rapprochés. Ça va être un moment assez charnière dans la saison aussi. Ouais, il va falloir jongler surtout entre les blessés. Parce que des matchs comme ça laisse des traces quand même. Donc il faut faire gaffe parce que la dernière fois qu'on a fait un match comme ça, on a eu des rechutes derrière. Abdelmoula et puis Ben Kaïd notamment. Du coup, il va falloir être très très sérieux pour pas rechuter justement et puis continuer le championnat parce que c'est très important. Il faut vraiment se sauver sportivement. Émotionnellement, c'est un peu compliqué, quoi. Tu passes d'un match où tu viens d'éliminer Monaco, qui est une des équipes les plus populaires du championnat de France, et là, il faut que tu retournes au charbon dès lundi, en déplacement à Orléans. Il va pas faire beau, ça va sonner creux, et il va falloir quand même aller chercher les 3 points, quoi. Je rejoins Vincent Fourneuf par expérience. Systématiquement, dans les beaux parcours de Coupe de France pour des clubs de niveau inférieur, sur chaque match intermédiaire arrivé le mois de février, c'est là où on laisse des points. C'est navrant. On l'a vu sur les 2 derniers matchs, il y avait toujours le fond de jeu, il y avait toujours la qualité, on prend toujours du plaisir. Mais il n'y avait plus l'aspect décisif. Les autres ne touchent pas forcément la balle, mais on n'a pas gagné, on a même perdu. Donc sans être pessimiste, je suis plutôt pragmatique. C'est aussi compréhensible et on est dans la période où ça devient difficile physiologiquement pour les mecs d'enchaîner. T'enchaînes Orléans lundi, ensuite tu reçois la Red Star, t'as quand même, c'est quand même là du gros morceau. Après on va à Gol FC. Il y a le match contre Valenciennes en Coupe de France en milieu de semaine et tu joues Sochaux lundi soir. Karl doit nous quitter parce que effectivement la TCAR ne nous permet pas de faire l'émission jusqu'à 1h du matin. Mais Guette avait une question à lui poser avant qu'il parte. J'ai une petite anecdote qui a été donnée par Mathieu Lacaille. Apparemment, en finale U13 contre QVI, tu avais fait un grand match, Karl. Tu peux nous en parler ? Avant même d'en parler, ce qui me fait plaisir, c'est qu'avec Mathieu, on est arrivé à Rouen la même année en 2000.
Dans cette même année d'intégration au club, il y avait aussi eu des mecs qui vont bien vous parler, comme Mourad Badra, Jonathan Lecoing qui après était à l'INF Clairefontaine. Et on avait, pour cette année-ci, on avait battu Le Hack, pas Le Hack qui faisait tourner ses mecs qui étaient surclassés, Le Hack qui avait voulu jouer le vrai jeu, qu'on avait sorti en demi-finale pour taper Quevilly en finale 4-0. Bon, anecdote personnelle, je sors avec 2 passes décisives. T'as eu le trophée d'homme du match ou pas? Strictement pas du tout. On avait un Jonathan Lecoing qui marchait sur l'eau, qui avait humilié l'équipe entière à lui tout seul. Karl, merci beaucoup de passer dans le podcast. Merci à vous les gars en tout cas, et j'étais ravi d'être à vos côtés depuis le nombre d'années qu'on se connaît. C'est bien de faire vivre les choses avec un autre point de vue que celui des médias classiques et conventionnels, c'est important. On a la chance de pouvoir dire des choses que les autres ne diront certainement jamais. Ouais, c'est ce qu'on essaye de faire depuis le début de saison. On s'y attache et maintenant, je pense qu'on se démerde pas trop mal. C'est ce qui fait qu'on fait le podcast en plein air et pas dans les loges. RC2 sur l'agglo de Rouen, 94.4. 94.4. Mesdames, messieurs, Clément Dragon dans Aller Rouen. T'étais comment ce soir? T'étais penchant Monaco ou penchant Rouen? Franchement, j'étais pour Rouen. Mon fils était pour Monaco, et même s'il hésitait un peu, mais moi j'étais pour Rouen. Donc il a été se coucher à la fin, donc je pense que demain matin, quand il va se réveiller, on va regarder un peu qui est en quart de finale et il va comprendre. On sent que tu as gardé une super attache avec le FC Rouen. Clairement, j'en parlais encore avec des amis justement qui ont regardé le match et ils m'ont dit, mais je leur en avais parlé déjà que le stade et la ville, c'était quelque chose d'incroyable pour ce niveau-là. Et je pense qu'aujourd'hui, clairement, ils ont vu, et je pense que tout le monde l'a vu en regardant la télé, que Rouen, ils n'ont rien à faire en national. Que c'est vraiment un club qui a tout d'une Ligue 2, voire une Ligue 1, si c'est dans les années à venir. C'est un match de Coupe de France, donc c'est un peu différent du quotidien du championnat. Mais oui, effectivement, remettre le FCR en lumière, là en plus en prime time sur beIN, sur un gros match contre Monaco, oui, effectivement. Pour ceux qui suivent un peu, la période est un peu compliquée, donc c'est sûr que là, si des gens avaient des doutes sur ce qui était le FC Rouen, je pense que ce soir, ils ont mis tout le monde d'accord. C'est top pour le club, et surtout pour les joueurs et pour la ville. Et puis, on peut dire que ce soir, Rouen est rouge et blanc, même s'il a toujours été rouge et blanc. Maintenant qu'on s'est qualifié contre Monaco, on a un quart de finale à jouer contre Valenciennes, avec le droit de rêver à plus. Ce serait extraordinaire pour tout le monde, parce que bon, un quart de finale, moi j'en ai déjà vécu un en 99 contre Sedan, mais je pense qu'aujourd'hui là, l'ambiance du stade était extraordinaire. Les commentateurs, ils étaient pas bien. Ils se disent qu'est-ce que c'est quoi. Ils étaient choqués. Et je pense que même Monaco, les joueurs, ils s'attendaient peut-être pas à une telle ambiance. Ah bah Louis II, c'est la cathédrale, donc forcément. Ça c'est clair. Non, mais même pour un match d'une équipe de nationale, même en Ligue 1, je pense pas qu'il y a beaucoup d'ambiance comme il y a eu ce soir. Tant mieux pour le FCR et puis surtout pour les joueurs, parce que la période est compliquée, donc ça va un peu leur donner un bol d'air. Et puis donner de la confiance, parce que c'est top une soirée comme ça. Tu m'as souvent dit, je vais revenir à Dieuchon, mais quand est-ce qu'on va te revoir à Dieuchon? C'est ça la question. J'essaie de regarder des dates qui coïncident un peu, parce que mon fils il joue tous les week-ends, donc c'est compliqué de lui faire louper un match. Donc, mais franchement, j'essaie de regarder des dates pour essayer de revenir. L'année dernière, j'avais failli venir, c'était le match au mois de mai, parce que mon fils avait un tournoi sur Caen. Donc quand j'avais regardé, et puis au dernier moment on n'a pas pu, mais je vais vraiment essayer de venir cette année, ou ça sera l'année prochaine, mais en tout cas ça me manque. Franchement ça me manque de revenir là-bas, à la région, j'avais adoré. Donc si je peux, je vais essayer de venir dans les mois qui viennent. On sera heureux de t'accueillir à Dieuchon pour venir au micro du podcast en réel. Avec plaisir. D'ailleurs, tu nous parles de ton fils, ça tombe bien. Il s'appelle Roméo Dragon. C'est quand même un bon espoir de l'AS Monaco. Il est encore jeune, mais c'est vrai que ce qu'il fait, c'est pas mal. Après, pour l'instant, il s'amuse. Et puis, si ça doit venir, ça viendra. Actuellement, il est U12, mais il joue avec les U13. D'accord. Donc, c'est pas mal, mais bon, ça reste encore petit. À cet âge-là, il faut qu'il prenne du plaisir avec le ballon. Voilà, exactement. Je crois qu'il a un poste un peu excentré comme toi. Exactement, il joue pratiquement pareil que moi. Donc ça doit te rappeler un peu toi dans ta jeunesse en fait. Exactement, je prends énormément de plaisir à le voir jouer. Donc, c'est pour ça que des fois, quand il y a des phases à faire, je préfère aller le voir jouer que prendre mon plaisir personnel, on peut dire ça. Toi personnellement, t'en es où du foot? Tu fais encore du foot loisir? J'ai signé dans un club en R2 à côté de chez moi, qui est à Ramatuelle.
Donc c'est un club avec beaucoup de jeunes, donc c'est cool, mais c'est vraiment totalement pour m'amuser. C'est totalement loisir. On espère te voir pour les quarts de finale. Bah oui, bien sûr, je vais essayer. Je vais essayer. Si je peux, franchement, j'essaierai de venir. Merci Clément. Merci à vous, bonne soirée. RC2 sur l'agglo de Rouen, 94.4. 94.4. On accueille Léo Agoun, notre gardien. Bonsoir Léo. Bonsoir à tous. Et merci. Merci à tout le monde, merci à vous, merci aux joueurs, merci au staff, merci au président, merci aux supporters, merci à tout le monde. Au kiné, à tout le monde. Tu nous as refait une dinguerie là, aller chercher deux pénaux. Le dernier, aller le chercher alors qu'on Mousse venait de manquer le sien. Et puis aller en chercher un deuxième pour nous qualifier, c'est encore une folie. Ouais, voilà, comme je l'ai dit, l'expression elle commence à faire fureur. J'ai essayé de les chatouiller, je suis resté concentré, je suis resté déterminé. Je savais qu'il en suffisait d'un pour inverser la tendance. C'est ce que je me suis dit. Plusieurs fois, je suis parti du bon côté. Et elles étaient bien placées. Ça m'a souri aujourd'hui. Ça nous a souri à tous, au club, à la ville, donc c'est aux supporters, à tout le monde, c'est génial quoi. Tu t'es fait un pote avec notre ami Rudy Buquet, il t'a mis un petit carton jaune. Ouais, il m'a mis la petite biscotte, ouais. Sans confiture, sans beurre. T'as quand même bien été les chercher là. T'as monté un niveau par rapport à la dernière fois. Là, je pense que tu leur as un peu mangé le cerveau. La dernière fois, ça aurait pu se passer comme aujourd'hui. Il y a des jours où voilà, ça marche. Il y a des jours où ça marche pas, mais faut pas douter, c'est tout. La dernière fois, il a fallu qu'il tire sur le poteau au bout de 150 pénaltys. Bah, ça devait se passer comme ça, c'est que c'est la vie. Aujourd'hui, voilà, j'ai réussi à en sortir deux. C'est que ça devait se passer comme ça aussi, c'est tout. C'est une question de travail et ça m'a souri et c'est génial. Je les ai bossés pendant 3-4 bons jours là avant la séance. Et puis voilà, ça a payé et c'est génial, c'est incroyable. Et là, t'avais changé de côté, ça chambrait avec le parquage ou quoi? Non, pas du tout. Enfin, il me criait dans les oreilles des petits mots d'oiseau, mais ça me faisait rigoler. Et puis je calculais pas trop, je restais concentré. Ça nous donne un beau quart de finale à jouer à domicile contre Valenciennes dans 15 jours. C'est ce que j'ai appris après le match, bah, c'est génial. Hein. Il va falloir les respecter. C'est pas parce qu'on est passé contre Toulouse et Monaco que Valenciennes ça va être facile. Ça reste un quart de finale. Il reste 8 équipes. C'est des mecs qui vont avoir la dalle. Donc voilà, il va falloir les respecter et jouer de la même manière que contre Toulouse et contre Monaco et être des chiens sur le terrain tout simplement. Comment t'as trouvé l'ambiance ce soir à Diochon? Magnifique, exceptionnel. J'ai pas les mots, c'est incroyable. Je remercie tout le monde, tous les supporters présents, tous ceux qui étaient pas là, qui étaient derrière la télé ou quoi. C'est incroyable. C'est vraiment pour une nationale. C'est vraiment incroyable. Vraiment, j'ai pas de mots. À chaque fois qu'on passe un tour, ça te fait un match de plus à jouer finalement. Ouais, exactement. C'est mon petit truc à moi. Voilà, Mara, il joue le championnat, il le joue très bien. C'est très bien ce qu'il fait. Maintenant, il y a le coach. Le coach en début de saison, voilà, il m'a récompensé, je pense. Je pense qu'il y a à apprendre. Voilà, c'est pas facile d'être numéro 2. C'est pas facile. Il faut être là pour le numéro 1. C'est ce que j'essaye de faire. Mara, il est impérial depuis le début du championnat, c'est super ce qu'il fait. Moi, la coupe, ça continue. Voilà, c'est un groupe, Mara aussi, il est là, il me soutient quand il faut. Donc c'est vraiment génial. C'est incroyable, on s'entend très bien avec Mathieu Lacaille et tout. Avec le coach, il n'y a pas de problème. C'est génial. Ce qui se passe vraiment au club, c'est super. Malgré les 2 défaites en championnat qui sont super embêtantes. Voilà, maintenant on est passé contre Monaco, on a fait un truc de fou, c'est génial. Mais on va savourer. Demain, on se concentre sur Orléans, lundi. Après ton tir au but que tu sors, tu fais un tour d'honneur. C'est quoi les émotions dans ta tête là à ce moment-là? J'étais pas sûr à 100% que c'était terminé. Je pensais que c'était terminé. Puis je vois l'arbitre qui fait des gestes bizarres. Je vois des joueurs qui veulent célébrer, qui s'arrêtent, qui veulent célébrer, qui s'arrêtent. Donc j'y vais pas. Et puis après, je vois tout le monde qui me suit, donc je continue. Et puis jamais je fais ça. Oh, je suis fatigué, je suis mort. J'ai pas l'habitude. Je pourrais pas être latéral, moi. Je respecte Millon, Amédée, Labitsi, tous les latéraux qu'on a, je les respecte vraiment parce que je pourrais pas être latéral piston, c'est incroyable. Ça fait mal aux jambes. Merci Léo, on va te laisser les récupérer. En tout cas, merci pour toutes les émotions que tu nous as fait vivre. Bah, merci à vous, merci à tout le monde. Vraiment, voilà. Aujourd'hui, on dit que le gardien c'est le héros. Alors ça me fait plaisir. C'est vrai que voilà, je sors de péno, mais c'est tout le monde, c'est toute la ville, c'est tous les supporters, c'est tout le club. Pour faire 1-1 contre Monaco et aller au tir au but, je suis pas tout seul.
On est 20, un groupe de 20 et plus le staff, plus le public. C'est plutôt rare que je verse des larmes à Diochon, mais là, ouais, tu m'as tiré les larmes ce soir après le tir au but arrêté. Ouais, ça c'est parti tout seul. Ça me touche, c'est gentil, merci. Merci. Merci à toi, bonne soirée. Merci à toi de nous avoir Allez, répondu, bonne c'est soirée, cool. bonne nuit. Au Salut, revoir. merci. Ciao. Ciao, 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 ciao. RC2 sur l'agglo de Rouen, 94.4. 94.4. Toujours dans les Rouen, on remercie bien sûr Léo Agoun et on remercie bien sûr Guette, King Booker, d'avoir tous ses invités au téléphone et présents. Donc merci Guette, t'as géré là, c'était un joli coup. Surtout merci à Léo Agoun parce que c'était très sympa de l'avoir. Et on sait que les joueurs, on les a plus dans l'émission, donc on les a par téléphone, c'est cool quoi. On n'a pas pu s'empêcher, pour refermer ce numéro, d'inviter Benoît Dubuisson, notre photographe, parce que tu nous as dit, t'étais dans l'émission, t'as pas pris de photos. Effectivement, j'étais tellement, comme tu dis, dans l'émotion que on profite de l'instant présent. C'est des choses qui sont très rares pour des supporters, même parfois pour des joueurs, que souvent on part dans la folie, dans l'extase, dans l'excès. Mais là, il y avait une seule envie, c'était de profiter, de regarder, de pouvoir vivre vraiment intensément ce moment, parce que c'était quelque chose d'exceptionnel. On a vécu depuis des années des moments compliqués. Alors vivre un moment comme ça ce soir avec l'ambiance de folie dans Diochon, je pense que ça a dû te faire quelque chose. J'ai surtout pensé, comme la plupart on est tous issus de la même galère, tous ceux qui étaient présents en DH et qui ont la joie de pouvoir vivre ça ce soir, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, parce qu'effectivement en plus après un super début de saison, une mi-saison compliquée avec les problèmes extrasportifs, on pensait que c'était le genre de joie qui nous était un peu interdite pour cette année. Et là, on retrouve quelque chose à ce niveau-là de complètement exceptionnel. Benoît, toi, on t'a déjà vu émotif sur une non-montée. Est-ce que ce soir, tu avais les yeux humides après le match? Tout à fait. Ah, parce qu'il y a une photo qui était sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Avec Karl Delaporte qui était avec nous juste avant. Là, je pense que ce soir, s'il y avait eu des gens à côté qui auraient fait attention, je pense qu'ils pouvaient prendre une photo, parce qu'il y a une part d'émotion qui est sortie, qui a fait que justement, je n'ai pas pu prendre des photos, parce que j'ai envie d'exprimer ma joie, mes larmes de joie, tranquillement. Et en plus, il y a eu l'envahissement de terrain. Ah, alors là, c'était une folie complète, là. Et puis surtout, moi qui ai vécu ça sur le terrain en tant que photographe amateur, donc j'ai côtoyé ce soir, j'ai appris 36 photographes, donc la plupart sont des professionnels. Forcément, pour moi, c'est quelque chose de totalement inespéré. Vivre un huitième de finale de Coupe de France dans une telle ambiance, même si, comme je disais tout à l'heure à certains, j'avais l'impression d'être dans un champ de mine, parce qu'on n'avait pas le droit d'aller à tel endroit, parce que là il y avait des caméras, là il y avait les photographes qui se mettaient, là il y avait des publicités, il ne fallait pas se mettre devant, là il y avait les délégués qui allaient passer, il ne fallait pas s'y mettre, donc c'était aussi une ambiance bien particulière C'est sur beaucoup plus le terrain. régulé que sur les matchs de National, ouais. Première mi-temps, je me suis mis effectivement là où on m'a dit, j'ai rien fait. Le FC Rouen, c'est une histoire de famille. Est-ce que tu as transmis le virus à tes enfants qui étaient sûrement présents ce soir? Pratiquement toute la famille était là ce soir, donc évidemment pour moi c'est hyper important entre guillemets de les avoir entraînés là-dedans à une époque. Parfois j'avais un peu de scrupule d'emmener des gamins très jeunes à l'époque dans le stade, un peu dans ma folie de supporter. Et puis finalement maintenant ils suivent tranquillement et largement, quoi. Et puis maintenant on passe à la 3e génération, c'est ça qui est encore plus marrant. Benoît, merci. Merci à vous. Tu échapperas pas, tu reviendras plus longtemps pour qu'on te pose les questions habituelles, qu'on te passe sur le grill plus longtemps que ça, parce que je pense que tu as quelques histoires à nous raconter. Sans doute qu'il y a des choses à raconter, effectivement, on a tous des choses à raconter avec le FCR. Gad Clément, on referme cette soirée historique et on va dormir heureux ce soir. Revenir chez nous tranquille, et puis on va aller revoir le match à la télé, on va pouvoir revoir les photos, les vidéos, tout ce qui traîne sur les réseaux tranquillement, et puis on se donne rendez-vous dans une petite dizaine de jours après le gros match contre le Red Star. Guette, alors t'as eu beaucoup de boulot aussi avec FC Rouen News, là, c'est une soirée assez chargée, mais aussi beaucoup d'émotions. Une soirée très chargée en plus quand il y a victoire, donc forcément derrière faut assurer les publications et tout ce qui va avec. Donc ouais, c'est une soirée incroyable, c'est une soirée qui va rester marquée dans nos mémoires. Et rendez-vous au prochain match. Alors on remercie bien sûr Aurel Magic à la technique qui nous a encore fait un truc magnifique. Bisous aussi à ma maman qui était là aussi dans le public. Bisous maman. Bisous maman. Allez Rouen. Allez Rouen. Allez Rouen.